Bien content de vous retrouver après cette petite pause de déjeuner que j'espère vous saurez nous pardonner. Pour une séquence, on va reprendre tout doucement, en douceur, une petite séquence image, petite séquence détente, avec pour l'occasion celui qui est maintenant un habitué du plateau, que je reçois à chaque édition maintenant. Tu étais venu ce matin pour Black Cat, et là c'est toujours avec le même suite, mais pour nous présenter ton travail, ce que tu fais en dehors de la pêche du silure. Je voudrais que tu nous parles de cette passion qui t'amène ici aujourd'hui. Bonjour Damien, retour, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Donc, oui, comme tu as évoqué un peu le sujet, donc pêcheur actif de silure, donc de la région lyonnaise encore, comme je l'ai déjà dit précédemment, membre actif du team Black Cat. Et donc, à côté de ça, je suis également passionné de plongée. Et donc, j'ai pu associer ma passion de la pêche en même temps que la passion de la plongée. Parfaitement complémentaire. Exactement. En plus de ça, donc, on peut observer les poissons dans leur milieu naturel. Et l'avantage, c'est qu'automatiquement derrière, on va pouvoir adapter des techniques propres aux poissons recherchés, que ce soit de la carpe, du silure ou du cendre, puisque je suis également pêcheur de cendre. Donc ça nous permet d'être polyvalent dans toutes les techniques et d'avoir une approche un peu plus fine par rapport à chaque poisson traqué. Et puis un petit peu, c'est aussi ta part du boulot en tant que consultant chez Black Cat, c'est de leur remonter des infos de ce qui se passe au bord de l'eau, mais surtout notamment sous l'eau. Et là, tu leur donnes les moyens d'étudier ça en live sur le terrain, sous l'eau, si j'ose permettre. Et ça, les infos qu'ils en tirent leur permettent ensuite de développer les produits. Donc en plus de ton plaisir perso, une certaine satisfaction, j'imagine, parce que ce que tu nous as proposé, qu'on va mettre sur l'écran, c'est vraiment très très sympa à regarder, c'est d'une très belle qualité. Et en plus, ça a le côté utile pour les gens qui te sponsorisent. Exactement. Donc ouais, comme je l'ai déjà dit, c'est que l'approche de ce milieu naturel et le fait d'aller voir les poissons dans leur élément va me permettre d'adapter des leurres, on va dire de travailler, de réfléchir sur de nouvelles conceptions de leurres, nouvelles conceptions de montage qui vont nous donner un petit plus justement par rapport à la marque pour aller toujours pour être le plus précis en fait dans la traque du poisson. Et parce que là, on a enfin l'occasion de voir en live le comportement du poisson face au leurre, face à l'offrande qu'on lui propose, sa réaction, comment il attaque. Et puis on va même voir des combats, voir comment ça va se passer sous l'eau. Mais en parlant sous l'eau, dans toute saison, tout au long de l'année, tu plonges ? Alors, on va dire que quand la clarté de l'eau me le permet, parce que c'est toujours ça la difficulté, vu qu'on est sur un milieu naturel et je plonge pas en barrage, c'est surtout en fleuve, automatiquement il va falloir que j'ai de l'eau relativement claire pour pouvoir aller observer les poissons. Quand l'eau est trop trouble, automatiquement la visibilité baisse et je pourrais pas rien observer dans ces conditions. Parce que c'est ce qui se dit, c'est en général l'hiver qu'on trouve les eaux les plus claires. Donc l'équipement, présente-nous vite fait en quelques mots l'équipement, la tenue. Tu pêches en apnée bien sûr ou Alors, avec bouteille ? je plonge. À savoir que la pêche sous-marine est interdite en eau douce. Pardon. Donc oui, je plonge. Et le plus important, enfin le plus intéressant, c'est de voir directement ce que je fais. On voit les images là qui apparaissent à l'écran. Effectivement, donc je plonge en apnée, donc avec un équipement qui est adapté en combinaison néoprène. Avec, c'est ça une carpe. Ça fait longtemps que je n'en avais pas vu, dis-moi. Carassins, on voit bien les carassins. Carassin raté. Exactement. Donc là, on voit des carassins qui sont dans leur élément, dans un bel herbier. Avec également quelques hautus et barbeaux qui sont fréquents, on va dire, et coutumiers de certains postes qu'on peut observer. Donc là, on est sur un lit de gravier et de galets. Je me permets d'intervenir, autant la boulette carpe carassin c'est très rigolo, mais du hautu, là je pense à de quoi je parle, on en trouve vraiment plus partout, sur des réseaux vraiment propres. Où est-ce que tu as plongé, si tu peux livrer tes secrets, tes coins où tu filmes, où tu tournes, où est-ce que tu as trouvé où est-ce que tu as vu des hautus ? Les hautus, on les voit un peu partout, hein. C'est des poissons qui sont assez présents quand même sur le Rhône. Donc là, voilà, on voit un beau pépère, un beau silure qui faisait à peu près 2 mètres. Voilà la star. Et donc, c'est des poissons qui sont relativement présents. Donc là, on a différents secteurs de plongée. On était sur une zone un peu plus profonde. Là, on voit il y a très peu d'eau. On a pu voir un cendre. Là, une belle anguille dans à peu près 4 mètres d'eau. 4 mètres, ce qui sous-entend que c'est toi qui es descendu à 4 mètres. Comme les pêcheurs, les chasseurs sous-marins à la gâchon, comme on dit. Exactement, donc comme je l'ai dit. Exactement, moi à la base, donc pour la petite histoire, je suis chasseur sous-marin. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu la facilité de l'apnée dans le Rhône, vu qu'on est sur des fonds qui sont peu profonds justement. Alors, mes plongées s'effectuent le plus régulièrement dans des zones de 3, 4 mètres, 5 mètres.
En dessous de 5 mètres, on va perdre en visibilité et en luminosité. Donc automatiquement, on ne va pas pouvoir avoir autant de visibilité et au niveau des images des prises de vue sous-marines, ça va être diminué. Bah, je plonge pas plus long, pas plus profond, je peux pas engloutir mes pieds, je veux pas plus profond. Mais ça c'est dû à ton corps d'athlète, ta condition physique exceptionnelle, le boys band, son petit t-shirt. Le futur Jacques Mayol. Donc là voilà, Ouais, on voit des boys belles band, carpes. elle a une belle tête de vainqueur, tu nous as fait super. Donc là on a des belles carpes, donc encore de beaux poissons du Rhône, avec toujours nos beaux silures donc, qui viennent nous rendre visite de temps en temps. Celui-ci fait combien estimé à peu près? Là c'est un poisson qui mesure entre 1,90 m et 2 m. Déjà du beau pépère, oui. Exactement. Ouais, la taille standard, on va dire, du poisson d'un silure sur le Rhône est à peu près 1,40 m, 1,50 m. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'était assez impressionnant. Le silure a un comportement grégaire ou c'est un individuel? Et là, on vient de les voir en boule ensemble. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Alors ça, c'est assez inexplicable à l'heure actuelle. On a plusieurs scientifiques qui se penchent justement sur ce genre de regroupement. On n'a aucun phénomène, enfin, on n'a pas d'explication réelle par rapport à ce type de regroupement. Ce sont des boules qui vont se former et se disperser à certaines heures du jour. On n'a pas d'explication par rapport à ça. Il y avait presque une certaine forme, on dirait d'élégance, on dirait qu'ils dansaient comme un ballet nuptial, mais là c'est un plan à plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous? Oui. Mais là, souvent, j'ai pu remarquer dans ces regroupements que les poissons se regroupaient autour de un ou deux gros sujets. En fait, au cœur d'un groupe de silures, au cœur d'une boule de silure, on va avoir 2 voire 3 poissons qui vont me passer les 2 mètres. Donc 2,10 m, 2,20 m, voire 2,30 m. Et tous les autres plus petits sujets, donc des poissons qui vont faire 1,10 m, 1,20 m, vont venir tourner un peu comme des électrons libres autour de ces 2 gros sujets qui sont là et qui, on va dire, qui captivent un peu tout le groupe. Un peu comme une colonie avec une hiérarchie installée, on peut aller jusque-là? On peut parler de hiérarchie au niveau alimentaire, puisque souvent les gros poissons se font respecter et vont aller attaquer en priorité, vont passer devant les plus petits. Mais dans ce groupe-là, on ne pourrait pas trop savoir. Enfin, je peux pas donner d'explication réelle par rapport à ces regroupements. Ouais. Donc la notion de respect entre gros et petits, comme ça a toujours été le cas un petit peu partout dans toutes les espèces. Ah tiens, du montage. Ah, exactement, là on arrive sur le côté pêche. Donc l'observation que j'ai pu en faire, comme je vous ai dit, en travaillant par rapport à différents montages, là on voit que c'est des montages de fireball qui ont été mis en évidence et où j'ai essayé de travailler un petit peu dessus sur différents films qui ont été démontrés d'ailleurs au salon. Mais ils jouent avec là. Ah oui, on voit que le poisson n'attaque pas instantanément. Hein. Des fois, il vient chercher il vient renifler entre guillemets le vif. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est ta présence qui les incite à un minimum de méfiance et de retenue, ou est-ce que c'est un comportement habituel, on joue avec et par contre il a un peu trop joué? Non, moi je me fonds complètement dans le décor en fait. Je suis à plat au fond, je ne bouge pas, donc ce qui fait que je ne dérange pas le poisson par rapport à son comportement. D'ailleurs, on voit bien que on a vu une très belle attaque d'ailleurs où le poisson a engamé franchement le vif. Là-dessus, il est complètement libre et le silure a le comportement comme il l'a dans la nature sans que je sois présent. Ouais, et là, c'est pendu, comme on a dit. Et alors, par contre, tu as l'occasion, mais c'est combien d'heures de travail, de patience? Parce que là, tu es donc en apnée, au fond de l'eau, immobile, à attendre que ça se produise, ce qu'on voit à l'écran. Alors justement, ça, c'est le fruit d'un travail de plusieurs semaines d'observation. Quand on a la chance, des fois, en quelques heures, on peut arriver à faire ce type d'image. Et la plupart du temps, il faut plusieurs heures, jours et semaines pour arriver à avoir ce résultat. Il y a bien des sorties où tu as dû plonger et rentrer beaucoup, comme on dit dans le boule chinois, ça doit être... Ah oui, non mais là, c'est très... Déjà, je suis passionné par ça, donc je compte pas le temps passé sous l'eau. Et automatiquement, j'ai toujours envie d'y retourner. On a Forcément, c'est déjà fini. Tu nous as dit depuis combien de temps tu plonges? Bon, déjà tu es chasseur sous-marin, mais tu t'es adapté tes techniques et ton matériel pour faire ça fait combien de temps déjà? Alors réellement que j'ai pu associer le côté plongée au côté pêche, on va dire ça va faire une bonne dizaine d'années. Les premières plongées que j'ai effectuées sur le Rhône, je devais avoir 15 ans à peu près. J'ai plongé donc aux côtés de mon papa également, qui est également plongeur et chasseur sous-marin. Et donc automatiquement, j'ai associé le côté technique au côté de la passion de la plongée, donc au niveau pêche. Ok, très bien. Et le temps qu'on nous propose une autre vidéo, je te propose de nous parler d'éventuellement des projets, des idées que tu aurais, des envies, des souhaits, peut-être avec des limites. Quelles sont tes limites matérielles que tu aimerais surpasser pour faire autre chose, pour faire quelque chose encore mieux, encore plus beau si c'est possible?
Alors encore mieux, on peut toujours faire mieux. On n'a pas de limite dans ce domaine-là. La difficulté, donc aujourd'hui, ça sera toujours la clarté de l'eau. Surtout en ce moment, on a beaucoup d'eau de pluie et les eaux sont toujours troublées. Donc c'est très compliqué pour faire de nouvelles plongées, pour refaire de nouvelles images. Donc en termes de limites matérielles, aujourd'hui, on est toujours de plus en plus performant en termes de caméras. Surtout, je travaille avec des GoPro, donc ces petites caméras qui sont très efficaces. Ça sera vraiment la limite aujourd'hui, c'est la clarté de l'eau. C'est ça qui empêche le fait de pouvoir plonger et de faire de nouvelles choses et d'observer de nouvelles choses. Et le fait de peut-être faciliter la vie en embarquant des bouteilles, c'est une question d'éthique en te disant non, je fais ça à la Warrior, je descends en apnée. Non, j'ai pu observer que le poisson n'avait pas du tout le même comportement en plongée bouteille qu'en plongée apnée. Tout simplement parce que déjà le bruit des bulles sous l'eau émettant énormément d'ondes, de vibrations, le poisson est plutôt dérangé. Donc souvent, d'ailleurs, les boules de silure, comme on a pu voir dans la vidéo, ne restent pas. Elles éclatent automatiquement, elles sont perturbées par ces bulles. Et donc là, je ne peux pas observer ce type de regroupement. J'imaginais pas que le simple bullière puisse provoquer un tel chaos auditif dans le milieu sous-marin. Ah oui, je suis pas plongeur moi-même non plus. Comme le disait Jacques-Yves Cousteau, on est dans le monde du silence entre guillemets, mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a énormément de bruit entre le bruit des poissons, le bruit des bulles, le bruit des cailloux, parce que le caillou poussé par le courant, automatiquement on va avoir énormément de sons qui vont venir nous interpeller. D'ailleurs, un silure qui fait un gros mouvement brusque de la queue émet un gros boom en fait sous l'eau. D'ailleurs, en parlant de mouvement, j'ai eu une belle petite anecdote l'année dernière où j'ai effectué une plongée en fait dans une eau peu profonde sur la période de mai-juin et je suis tombé sur une fraie de silure et donc comme son nom l'indique, la fraie c'est le lieu de ponte de l'animal et la femelle étant sur le nid. Le mâle étant sur le nid a voulu défendre ses petits. Moi, je n'étais pas au courant que c'était une fraie, donc je me suis approché pour voir le poisson de plus près. Et le poisson s'est tout de suite montré très menaçant à mon égard. Il ne m'a pas attaqué, mais il est venu me faire face et a mis 2-3 coups de mâchoire en venant me prévenir du fait que si j'avançais encore, il allait probablement me mettre un coup de mâchoire pour me dire de repousser. Tu parles pas très bien le silure, mais tu as compris le message. Alors, on comprend tout de suite le message. Il est venu vers toi, il y a eu un contact physique. Ah oui, tout à fait. Là, c'est sur un poisson qui mesurait à peu près un bon 1m80. Le poisson étant dans son élément, il ne faut pas oublier que c'est quand même un poisson qui est robuste, qui est solide. Je ne suis pas allé me chatouiller à lui parce que... Tu laisses ta carte, excuse-moi. Oui, je vais rester où je suis, ne t'inquiète pas, je ne viens pas te déranger. Ok. Écoute, Damien, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter ce superbe travail que tu as réalisé. Et puis, je vais te laisser retourner sur le stand Black parce qu'il y a encore pas mal de monde. Le forum n'est pas vraiment fini, il faut aller bosser. Et nous, on va aller accueillir notre invité suivant. Merci de ton temps, c'est très très sympa. Merci beaucoup. À tout bientôt, Damien. Merci. Ciao. Au revoir.